ce numéro, nous irons à la découverte d'un organe vital pour la construction de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit de sa cour de justice. Impact 8 s'est rendu à son siège à Ouagadougou et vous invite dans l'univers de ceux qui accompagnent la mise en place progressive de notre droit communautaire. Dans la seconde partie de ce magazine, le président de cette cour, le Malien Daniel Amagouin Tessougué. Il nous parlera de l'instance qu'il dirige et des défis auxquels il doit faire face pour accompagner la phase de maturation que traverse la justice communautaire. Ce sera dans notre rubrique Le Décryptage. Et puis, ce magazine prendra fin avec des nouvelles en bref. Bienvenue donc à ce numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour bien des citoyens de l'Union, l'ignorance de l'existence d'une cour de justice pour arbitrer les litiges qui peuvent les opposer aux États est aujourd'hui la chose la mieux partagée. S'inspirant de ce qui se fait dans le monde, notre Union a mis en place dès sa naissance une cour de justice pour accompagner les États dans les différends qui peuvent les opposer, mais aussi protéger les citoyens face aux abus des administrations. Ce matin du 20 novembre 2019, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tient sa 4e rentrée judiciaire à Ouagadougou. La Cour de justice et la protection des droits de l'homme dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine en est le thème. Un thème pour illustrer les difficultés actuelles de l'institution dans ce domaine. En effet, l'Union souffre de plus en plus de la montée des extrémismes radicaux et des trafics de toutes sortes qui, à défaut d'hypothéquer son essor, le ralentissent sérieusement. La Cour de justice est un organe de contrôle juridictionnel. Elle a été créée par le traité de l'Union et organisée de manière à lui permettre de fonctionner rationnellement afin d'assurer correctement sa mission. Une mission qui consiste à veiller au respect du droit quant à l'interprétation et l'application du traité de l'Union. Nous sommes ici à son siège à Ouaga 2000. Aujourd'hui, les 8 membres qui la composent et qui sont nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour un mandat de 6 ans renouvelable se penchent sur la décision prise par la Cour constitutionnelle d'un de ses pays membres relativement à la profession d'avocat. Elle doit l'examiner et il s'agit là, pour elle, de veiller à ce que l'application des textes communautaires soit de vigueur. Mais cette vigilance ne s'arrête pas qu'aux États membres, puisque l'ensemble des ressortissants de l'espace communautaire peut saisir la juridiction pour assurer la mise en œuvre de la garantie du droit communautaire au service de l'unique promotion de l'intégration. Le fonctionnement de la Cour de justice doit ainsi, parallèlement à l'action des autres organes de l'Union, apporter une contribution essentielle au développement du processus d'intégration sur les plans juridiques et économiques mis en place au sein de l'Union. Aussi, les décisions qui sortent de ces différentes sessions doivent-elles jouer un rôle déterminant en tant que premier facteur d'intégration. Elles contribuent ainsi à mettre en place les bases de la construction d'une jurisprudence communautaire. C'est donc ici qu'est en train de naître progressivement l'ordre juridique communautaire de demain, avec comme très essentiel l'autonomie et l'équité envers tous. Pour garantir un fonctionnement optimal, cette cour communautaire semble avoir été bâtie autour d'un certain nombre d'équilibres et dispose des mêmes compétences qu'une juridiction nationale, mais avec de petites nuances comme pour le doyen des juges. C'est vrai, moi, je suis magistrat de carrière, c'est-à-dire j'ai reçu une formation de magistrat dans mon État et j'ai assumé plusieurs fonctions à ce niveau. Et ensuite, mon État m'a nommé au sein de la Cour de justice de l'UEMOA. L'essence même de la Cour de justice de l'UEMOA, c'est de veiller à l'interprétation et à l'application du traité de Dakar, qui a institué l'UEMOA. Dans les juridictions nationales, c'est différent. Selon que tu es en première instance, en cour d'appel, en cassation, et la nature du litige, c'est fondamentalement différent. Chaque État de l'Union a un membre à la Cour. La Cour comprend en son sein un corps autonome d'avocats généraux. Ce sont ces membres qui désignent entre eux ceux qui doivent exercer cette fonction. Les avocats généraux sont chargés de présenter publiquement et en toute impartialité des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour
en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission. Lors d'un procès, par exemple, nous intervenons comme, disons, un avocat général d'ordinaire, c'est-à-dire que comme le ministère public, mais on n'en est pas un du tout. Et nous intervenons, si on veut, debout ou assis. Nous avons nos conclusions que nous rédigeons et que nous expliquons, que nous cherchons, donc, que nous exposons à l'audience, tout comme le juge rapporteur a exposé son rapport sur le dossier qui est soumis au jugement de la Cour. Voilà. Mais nous n'avons pas d'initiative ni de pouvoir de poursuite comme l'avocat général, le procureur de la République, son substitut, tout ça dans les juridictions nationales internes. Non. Alors que la Cour de justice voit son importance croître au sein de l'Union, dans un contexte où les frontières étatiques sont appelées à dépérir de plus en plus, l'information et la formation, aussi bien des praticiens du droit que des citoyens, restent un impératif d'une impérieuse urgence. Un bien vaste chantier pour la Cour et pour l'Union tout entière. Dans quelles conditions la Cour a-t-elle été créée et pourquoi? Est-elle aussi accessible aux simples citoyens? Sinon, comment peut-on faire pour la rendre plus accessible? Ce sont autant de questions sur lesquelles son président a bien voulu se prononcer. Daniel Amagoin-Tessougé est à présent l'invité de notre rubrique Le Décryptage. La Cour, elle comprend 8 membres. Ce sont les membres d'organes qu'on appelle, 8 juges. Ils sont désignés un par État pour un mandat de 6 ans, renouvelable. Et cette Cour, lorsque les membres sont désignés, ils élisent pour un mandat de 3 ans un président, désignent un premier avocat général, et nous désignons des avocats généraux dont le plus âgé prend le nom de premier avocat général. Puis les autres sont des juges. Donc on se répartit les fonctions de juges. Et voilà donc un peu comment ça se passe. Maintenant, en tant qu'organisation, nous avons un greffe qui comprend un greffier et des greffiers adjoints. Mais pour le moment, nous avons un seul greffier adjoint. Il y a un greffier et un greffier adjoint. Nous avons des auditeurs qui assistent les juges dans le traitement des dossiers. Actuellement, nous avons 2 auditeurs. Nous avons également un service financier. Et ce service financier, nous avons un comptable, nous avons un contrôleur financier, nous avons un agent administratif et financier. La Cour est assez méconnue, alors que le contentieux fait florès si on voit comment ça se passe dans notre espace. Nous prenons juste un exemple, la question de la lubrification des personnes et des biens, qui est mise à mal à nos frontières. Et là, c'est des recours à manquement que nous devrions avoir. Mais là, ça c'est le rôle de la Commission et des États. Mais nous n'avons pas ces recours à manquement, malheureusement. Où nous voyons des cas où le citoyen est en but à beaucoup de difficultés, mais n'a pas qualité à saisir et doit passer ou par la Commission ou par l'État. Or, les lourdeurs administratives font que ça ne se passe pas. Maintenant, il faudra voir comment est-ce qu'on peut arriver à ouvrir la saisine à tous les citoyens de la communauté, et cela peut peut-être aider. Mais pour le moment, le juge applique la loi. Les législateurs de la loi communautaire doivent être sensibilisés à cela pour qu'on puisse arriver à faire ça. Mais le recours le plus récurrent, c'est le recours en légalité que nous avons. Des actes de l'Union qui sont attaqués de façon régulière par des individus ou par des personnes privées ou personnes morales qui les attaquent. Nous avons également un élément aussi très important comme contentieux, c'est le recours des agents de l'UMOA contre l'UMOA. Puis nous avons aussi en troisième lieu les avis. La demande d'avis foisonne quand même. Nous avons beaucoup de demandes d'avis, puisque que ce soit la Commission, que ce soit d'autres organes qui nous envoient des avis, ou qui demandent des interprétations de certaines dispositions communautaires. Ça, c'est un véritable challenge. C'est un peu le combat que nous sommes en train de mener au niveau de la Cour, par les sessions de formation que nous faisons au niveau des praticiens du droit. Parce que vous le savez, ici, le contentieux ne peut être porté que par voie d'avocat. C'est les avocats en capacité et qualité à venir à nous. Et les individus ne peuvent pas venir se présenter devant nous. Donc c'est les avocats. Donc les professionnels du droit, nous venons à eux
et nous leur faisons connaître un peu le droit communautaire. Mais il est important aujourd'hui, et je crois que c'est un grand défi que la Commission a amené, c'est la diffusion du droit communautaire. Lorsque les citoyens de l'Union appréhenderont réellement le texte communautaire, nous aurons un bel espace où les gens seront libres, où les gens seront heureux parce qu'ils ont à leur disposition des instruments. Dans tous les domaines, la Commission a légiféré. Dans tous les domaines. Il y a énormément de législation, mais méconnues. Sauf quelques initiés connaissent cela. Or, il est important que le citoyen lambda, le paysan au fin fond de sa brousse, qu'il connaisse et apprenne cela. Que le pêcheur connaisse cela. Et si ces dispositions communautaires sont diffusées le plus largement possible, je suis certain que nous aurons une communauté de droit. Et c'est cette communauté de droit qui va nous amener à un vrai développement. Ça, j'en suis convaincu. L'UMOA est un instrument formidable, et à la condition que ce soit le véritable outil des peuples. Parce que si l'UMOA reste encore dans le carcan des bureaux, nous n'aurons pas avancé d'un iota depuis 1994. Mais si ça sort des bureaux et que les citoyens lambda des 8 pays qui constituent l'UMOA s'en saisissent réellement, je crois que ce serait formidable pour chacun d'entre nous. Pour terminer ce magazine, voici quelques nouvelles en bref. Le corridor routier entre le Sénégal et la Guinée-Conakry dispose désormais de son poste de contrôle juxtaposé. L'ouverture de ce poste devra accroître la fluidité du trafic marchandises au moment de son passage à la frontière entre les deux États. Grâce aux équipements modernes dont il dispose, il devrait permettre une simplification des procédures administratives et douanières. Objectif, lever les entraves à la circulation en réduisant ses coûts et accélérer les échanges économiques intra-régionaux en les rendant plus fluides. Son lancement entre dans le cadre de l'Union douanière UEMOA-CEDEAO. Il a coûté un peu moins de 3,5 milliards. Il a été financé pour un peu plus de la moitié par l'UEMOA. 4e session ordinaire de l'année du Conseil des ministres de l'UEMOA. Elle s'est tenue dans la capitale sénégalaise le 20 décembre dernier. Analyse de la situation économique et monétaire récente de l'Union et recommandations pour consolider les performances économiques des États membres ont été au centre des travaux. Aussi, les ministres ont invité les États membres à poursuivre leurs efforts pour ramener à moins de 3% du PIB le déficit budgétaire conformément à la norme communautaire par une meilleure performance des administrations des impôts et un élargissement de l'assiette fiscale. Les ministres ont également recommandé un renforcement de la coopération entre les services de sécurité des États membres. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.